Bienvenue dans la 4e semaine de la guerre en Iran. Lors de notre dernière mise à jour, nous avions évoqué une possible longue durée. Le président Trump nous a contredit sur Truth Social, affirmant vouloir mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, car ils atteignaient leurs objectifs militaires. Cette déclaration est survenue peu après qu'il ait affirmé devant la Maison-Blanche ne pas vouloir de cessez-le-feu, car Washington était en train de, et nous allons le citer ici, il a littéralement dit « anéantir l'autre camp ». Fin de citation. Même si de telles contradictions sont attendues du président Trump, vu son historique de propos incompatibles, nous avons des raisons de croire. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Washington envisage sérieusement une issue le 20 mars selon Axios. L'administration Trump pensait affaiblir les Iraniens en un mois avec plus de frappes. Saisir l'île de Karg pour s'en servir lors de prochaines négociations. Le lendemain, Axios a révélé que Washington avait amorcé des discussions sur d'éventuels pourparlers de paix avec l'Iran. D'après un responsable américain qui s'est confié aux médias, Washington veut que l'Iran prenne 6 engagements. Pas de programme de missiles pendant 5 ans, enrichissement d'uranium à zéro, démantèlement des sites nucléaires bombardés l'an dernier, et contrôle strict sur la création et l'usage des centrifugeuses et équipements connexes pouvant faire avancer un programme d'armement nucléaire. Washington veut aussi un traité de contrôle des armements avec les voisins pour limiter les missiles iraniens à 1000 et interdire tout financement des groupes affiliés à l'Iran. Malgré ces demandes ambitieuses, il reste à voir si l'Iran en acceptera ne serait-ce qu'une. Surtout parce que le mot du week-end a été escalade, quelque chose que les Iraniens semblent maîtriser parfaitement. Frappe sur Diego Garcia. Entre jeudi soir et vendredi matin, l'Iran a lancé 2 missiles balistiques de portée intermédiaire sur Diego Garcia, une base militaire conjointe américano-britannique, située sur un atoll isolé dans l'océan Indien, à environ 4000 km du territoire iranien. Le Wall Street Journal a d'abord rapporté la tentative de frappe, confirmée ensuite par une source officielle britannique à CNBC, indiquant son échec. Selon CNN, un missile a échoué en vol et l'autre a été intercepté par un navire de guerre américain. Un responsable iranien a toutefois nié que l'Iran ait lancé ces missiles balistiques. Malgré ce démenti, il est difficile de mesurer l'importance de cette tentative. La base de Diego Garcia, abritant environ 2500 personnes majoritairement américaines, a été construite pour rester hors de portée de la plupart des adversaires. L'Iran a longtemps affirmé que ces missiles balistiques ne dépassaient pas 2000 km de portée. Le 8 mars, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que Téhéran avait délibérément limité la portée de ces missiles à 2000 km pour éviter d'être perçu comme une menace hors de la région. L'ancien guide suprême, l'ayatollah Ali Khomeini, a imposé cette limite, malgré les objections des gardiens de la révolution. Car il voulait envoyer un signal à l'Europe pour montrer qu'elle n'était pas dans la ligne de mire de l'Iran. Jeffrey Lewis, éminent spécialiste de la sécurité mondiale au Middlebury College, a déclaré à CNN que les gardiens de la Révolution attendaient que Khomeini change d'avis ou meure afin d'ignorer la limite des 2000 km. Maintenant qu'il est mort lors de la première frappe de la guerre, les gardiens de la Révolution ont carte blanche pour gérer le programme de missiles à l'avenir. La manière dont l'Iran a lancé un missile sur 4000 km, soit le double de sa portée annoncée, fait toujours débat. Rand Karshaf, ex-chef de la défense aérienne de Tsahal, a déclaré au Jerusalem Post que l'Iran aurait adapté sa technologie de lancement de satellites, développée depuis des années, en missiles balistiques longue portée. Cela reviendrait à utiliser les mêmes fusées à étages qui placent des satellites en orbite, mais en les lançant sur une trajectoire balistique. Justin Bronk, chercheur principal à Royal United Services Institute, ou RUSI, a suggéré une explication similaire en désignant le lanceur spatial Samor de l'Iran comme base possible. Il a cependant noté qu'une telle adaptation improvisée nuirait à la précision. D'autres, comme Decker Evlett, analyste de recherche à la CNA Corporation, ont suggéré que l'Iran aurait pu utiliser un missile Khorramshahr. Avec une charge utile réduite, le missile aurait gagné en portée mais perdu en puissance destructrice. Même si ces explications sont plausibles, personne ne sait vraiment comment l'Iran a réussi. Sauf révélation journalistique, nous l'ignorerons sans doute longtemps. L'effondrement de ce plafond modifie le paysage des menaces pour des pays bien au-delà du Moyen-Orient. Trida Parsi, cofondateur de Quincy Institute for Responsible Statecraft, a déclaré à CNN que cette tentative suggère « Les bases américaines, autrefois jugées hors de portée de l'Iran, pourraient désormais être à sa portée ». Tout comme les navires de guerre américains stationnés à 3000 km distance supposée sûre. Pour des pays comme la Roumanie, qui ont permis l'utilisation de leurs bases aériennes pour le ravitaillement, la surveillance et la communication satellitaire, cette décision est devenue bien plus risquée. Parsi s'est aussi interrogé sur la façon dont l'Iran a pu cibler la base, soulignant que Téhéran n'a pas sa propre couverture satellitaire sur une grande partie de l'océan Indien.
Selon lui, ces renseignements venaient improbablement de la Russie et de la Chine. Barcy affirme que cet aspect de la guerre a surpris l'administration Trump. La tentative contre Diego Garcia s'inscrit dans un schéma plus large de lacunes en matière de renseignements qui sont apparus tout au long de cette guerre. Avant le début de l'opération Epic Fury le 28 février, la plupart des estimations internationales du stock de missiles balistiques de l'Iran se situaient entre 2000 et 2500. Tsahal a terminé la guerre en estimant qu'environ 2500 missiles balistiques étaient aux mains de l'Iran, Akhled avançant un chiffre similaire. Et pourtant, au 10e jour, le Jérusalem Post rapportait qu'environ 2410 missiles balistiques avaient déjà été tirés, l'Iran continuant d'en lancer. Sans compter ceux détruits lors des frappes américaines et israéliennes sur les stocks. Il existe 3 explications possibles à cela. Premièrement, que même les estimations les plus agressives avaient largement sous-estimé la production et les stocks de missiles de l'Iran. Deuxièmement, malgré les efforts des renseignements israéliens pour infiltrer Téhéran, le gouvernement avait réussi à cacher une grande partie de son arsenal. Ou troisièmement, comme l'a affirmé le CGRI, la production de missiles s'est poursuivie même pendant la guerre. Cette affirmation doit être accueillie avec scepticisme, vu les lourds dégâts causés à l'infrastructure militaire de l'Iran par la force combinée. Le fait qu'ils lancent encore des missiles et tentent des frappes aussi ambitieuses que celles sur Diego Garcia montre qu'il faut considérer cette option. Donc, prenons du recul pour faire le point. Les services de renseignement américains et israéliens ont sous-estimé le nombre et la portée des missiles iraniens et n'ont pas anticipé combien le soutien russe, voire chinois, renforcerait la capacité de l'Iran à frapper loin. Ce sont de graves lacunes. Nous devons aussi évoquer que l'Iran a nié avoir lancé ces missiles alors qu'il a toujours été franc durant la guerre. On s'attendrait à ce qu'il revendique l'attaque, même si les missiles ont été interceptés. Cependant, selon la docteure Anna Setabrizi, chercheuse au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House, ce n'est pas forcément le cas. Elle a déclaré à Al Jazeera que les démentis iraniens surviennent surtout quand les attaques franchissent de nouvelles lignes rouges ou visent des cibles pouvant entraîner une réaction plus large. Un démenti, dans ce contexte, consiste moins à rejeter la responsabilité qu'à tenter de contenir les conséquences de ce qui vient d'être démontré, l'escalade et la désescalade. Dans ce contexte, le président Trump a publié samedi soir sur Truth Social que si l'Iran ne rouvrait pas complètement le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, les États-Unis frapperaient et anéantiraient leurs différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande. Cet ultimatum est arrivé seulement 24 heures après qu'il ait suggéré de mettre fin à la guerre. Et comme l'a noté Axios, ce revirement a signalé que la crise d'Ormuz est devenue le problème dont il ne peut pas se détourner, même s'il semble chercher une porte de sortie. Les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint 3,94 $ le gallon ce week-end, selon l'AAA, soit plus d'$1 de plus qu'il y a un mois. Et le Brent a bondi de près de 50% depuis le début de la guerre. Encore une fois, nous revenons à la question clé de cette guerre. Les États-Unis et Israël ne sont pas les seuls à pouvoir provoquer une escalade. En réponse à la menace de Donald Trump, le président du Parlement iranien a déclaré sur X qu'en cas d'attaque contre les infrastructures iraniennes, toutes les infrastructures vitales, énergétiques et pétrolières régionales deviendraient des cibles et seraient détruites irréversiblement. Il a aussi souligné que cela impliquerait des prix du pétrole élevés pour longtemps. Le porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, le commandement unifié des forces armées iraniennes, a confirmé la menace, déclarant que si les États-Unis attaquent les infrastructures de carburant ou d'énergie en Iran, alors l'Iran attaquera les infrastructures énergétiques, technologiques et de dessalement des États-Unis et de leurs alliés à travers tout le Moyen-Orient. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, quant à lui, a averti que le détroit serait complètement fermé et ne rouvrirait pas tant que les centrales électriques détruites n'auraient pas été reconstruites. L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a publié la liste des grandes entreprises technologiques américaines actives en Israël et dans le Golfe, déclarant qu'elles sont des cibles potentielles, y compris les bureaux de Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia et Oracle. Mais alors que les menaces iraniennes restent de concentrer sur Israël et l'Amérique, les pays réellement exposés à une escalade sont ceux qui subissent déjà les tirs les plus intenses. Les Émirats arabes unis ont dû faire face à plus de projectiles que tout autre pays dans cette guerre, le Jérusalem Post rapportant que 1468 ont été dirigés vers les Émirats au 10e jour. Bahreïn, abritant le QG de la 5e flotte américaine, est touché le premier jour de la guerre, est si petit qu'une attaque limitée sur ses infrastructures causerait de gros dégâts. La raffinerie Mina al-Ahmadi du Koweït, l'une des plus grandes du Moyen-Orient, a déjà été touchée à plusieurs reprises par des drones iraniens.
S'attaquer aux usines de dessalement serait une ligne rouge car elles sont, encore plus que le pétrole, la source vitale du Moyen-Orient. Comme expliqué dans une précédente vidéo sur notre autre chaîne, Warfronts, des attaques contre ces usines de dessalement pourraient causer une crise humanitaire majeure. Bahreïn, où une usine de dessalement a été touchée par un drone iranien, est particulièrement vulnérable. C'est une nation insulaire sans aquifère naturel où le dessalement fournit environ 90% de l'eau potable du pays. Selon Dani Cetrinovits, chercheur au Atlantic Council, un blocus de l'île de Karg, le nœud le plus important de l'économie pétrolière du pays, ne pousserait pas Téhéran à ouvrir le détroit. Cela même si près de 90% du brut iranien transitent par ces terminaux. Souchanovitz a écrit sur X, et nous allons le citer, « Cela montre une incompréhension persistante de la doctrine stratégique iranienne. Pour Téhéran, le contrôle du détroit n'est pas seulement un levier économique, c'est un élément central de la survie du régime et de la dissuasion. Sous pression, l'Iran est plus susceptible de choisir l'escalade que de céder. » Fin de citation. Lors de l'enregistrement, les 48 heures ne sont pas écoulées. Si elles expirent et que Trump tient parole, la guerre atteindra sa phase la plus dangereuse. Si Trump ne met pas sa menace à exécution, l'Iran pourra revendiquer une victoire stratégique, freinant toute tentative de Washington et Jérusalem de se dire gagnants. Mais ce week-end n'a pas été marqué par une escalade partout. Le Jérusalem Post a rapporté que l'Iran a décidé de limiter ses attaques contre l'Arabie saoudite, craignant que des frappes continues ne déclenchent une réponse militaire directe de la part de l'Arabie saoudite. Des sources qui se sont confiées au journal ont déclaré que les responsables iraniens estiment que les Saoudiens sont nerveux et que des attaques continues pourraient pousser Chiad à réagir. Jusqu'à présent, elle a évité de frapper directement l'Iran. Les responsables saoudiens ont déjà précisé, notamment face à Téhéran, que leur ligne rouge est toute attaque contre les installations électriques et de dessalement. Si l'Arabie saoudite décide de frapper l'Iran, cela soulève la question de savoir si le Pakistan fera de même, étant donné que les deux pays ont signé un pacte de défense très médiatisé en 2025. En plus de réduire les attaques contre l'Arabie saoudite, l'Iran a décidé d'éviter de cibler le Qatar après qu'une frappe sur l'usine de Ras Laffan ait éliminé environ 3,5% de l'approvisionnement mondial total et ait été considérée comme une escalade extrême. Les frappes contre le Koweït, Bahreïn et les Émirats arabes unis, cependant, continueront comme d'habitude, selon des sources du Jérusalem Post en dehors de l'Iran. Comme nous l'avons mentionné dans un chapitre précédent, aujourd'hui, la Russie fournit à l'Iran des renseignements pour soutenir sa campagne de frappe. Selon le Wall Street Journal, la Russie fournit à l'Iran l'emplacement précis des forces militaires américaines, ainsi que de celles de ses alliés régionaux. Le Kremlin a nié, mais les preuves s'accumulent. Cette semaine, nous avons eu la confirmation la plus claire que Moscou voit son rôle dans la guerre comme un atout de négociation. Politico a rapporté le 20 mars que l'envoyé russe Kirill Dmitriev a proposé un échange de bons procédés à Steve Witkoff et Jared Kushner lors d'une réunion à Miami le 11 mars. L'offre était simple, Moscou cesserait de partager des renseignements avec l'Iran si Washington cessait de partager des renseignements avec l'Ukraine. Les États-Unis ont rejeté la proposition. Dmitriev a qualifié le rapport sur la proposition de faux. Dans une publication sur X, le président Trump a semblé confirmer un tel arrangement, déclarant à Fox News « Je pense que vous pourriez les aider un peu. » Oui, je suppose. Et ils pensent probablement que nous aidons l'Ukraine, n'est-ce pas ? Fin de citation. Le fait que la Russie aide l'Iran n'a pas surpris la plupart des observateurs régionaux, car ils sont alliés de longue date, après tout. Cependant, le fait qu'un envoyé russe puisse faire une telle proposition a suscité l'inquiétude parmi les diplomates européens, qui s'en préoccupent. Moscou essaie de semer la discorde entre l'Europe et les États-Unis à un moment crucial pour les relations transatlantiques. Le président Trump s'est déjà emporté contre ce qu'il juge être des lâches à l'OTAN, refusant d'envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz. Les dirigeants européens ont montré peu d'intérêt pour cette guerre. Le ministre allemand de la Défense, Boris Bestorias, a déclaré « Ce n'est pas notre guerre, nous ne l'avons pas commencée ». Aucun allié de l'OTAN n'a été consulté avant le début de l'opération Epic Fury. La chef de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, a dit à Reuters que les pays européens ne comprennent pas les récentes décisions de Washington. Jim Townsend, ex-secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, a déclaré à CNN que de nombreux pays sont affectés par la manière dont Trump et son administration les ont traités pour ensuite revenir demander de l'aide quand ils en ont besoin. L'Europe craint à juste titre de mettre ses marins et navires en danger, juste pour permettre à Trump d'affirmer qu'il protège les vies américaines. Et ce n'est pas la seule proposition concernant l'Iran que le Kremlin a faite. Axios a précédemment rapporté que Moscou proposait de transférer l'uranium de l'Iran vers la Russie, ce que Washington a également rejeté. Malgré les désaccords entre Washington et ses alliés sur la guerre, le refus de l'Amérique des offres russes reste encourageant car cela montre que,
Malgré les frustrations publiques de Trump envers les alliés européens, l'administration n'est pas encore prête à offrir une victoire à Moscou sur l'Ukraine en échange d'une coopération sur l'Iran. En parlant de l'Ukraine, Kiev a joué un rôle clé dans la formation des alliés américains au Moyen-Orient, bien que Trump ait dit à NBC News que Zelensky était la dernière personne dont ils avaient un besoin. Il faut souligner que, malgré les critiques constantes du président Trump envers Zelensky, ce dernier assume ses responsabilités et aide les alliés américains dans le Golfe à se défendre. Selon Middle East Eye, Washington bloquait les demandes de ses alliés du Golfe pour reconstituer leur stock d'intercepteurs. La pression monte sur les États du Golfe pour qu'ils participent à la guerre avant d'être réapprovisionnés. Sans intercepteurs, ils restent vulnérables aux missiles balistiques iraniens. L'Ukraine a toutefois détaché des officiers indispensables pour assurer la sécurité du Golfe. Un haut responsable de l'armée de l'air ukrainienne a déclaré au Times qu'environ 200 Ukrainiens ont été envoyés au Koweït, au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite pour aider à lutter contre les drones Shahed, déjà abattus en Ukraine depuis des années. Selon eux, ce qu'ils ont découvert sur place était inquiétant. L'officier a déclaré au Times qu'il avait été stupéfait d'apprendre que des équipes de défense aérienne du Golfe tiraient jusqu'à 8 missiles intercepteurs Patriot, chacun coûtant plus de 3 millions de dollars, sur une seule cible. Dans certains cas, ils utilisaient des missiles SM-6 qui coûtent environ 6 millions de dollars l'unité, pour abattre un Shahed valant environ 70 000 dollars. Les équipages ukrainiens affirment utiliser 1 ou 2 missiles pour abattre un missile balistique russe. Ils utilisent une combinaison d'avions anciens, de drones intercepteurs et de guerre électronique pour abattre les drones. Le Times a indiqué que les données des missions patriotes ukrainiennes ont été partagées avec les alliés utilisant ce système. Les États-Unis et leurs alliés du Golfe n'ont apparemment pas tenu compte des calculs complexes de l'Ukraine visant à améliorer les taux d'interception. Pour citer l'officier, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont observé pendant les 4 années où nous nous sommes battus. Des analystes suggèrent que l'écart provient des méthodes opérationnelles. Les équipages du Golfe laisseraient leurs batteries en automatique en se protégeant, tandis que les Ukrainiens restent aux commandes et tirent manuellement. Cette différence importe pour distinguer un drone à 70 000 dollars d'un avion piloté, et pour optimiser la durée de vie de vos intercepteurs. Les responsables ukrainiens ont aussi critiqué le stockage des systèmes de défense aérienne par les alliés américains du Golfe, permettant à des drones bon marché de causer plus d'1 milliard de dollars de dégâts. Si les alliés américains appliquaient les leçons de l'Ukraine, le coût de défense contre les drones iraniens pourrait être nettement réduit. Et libérer leurs intercepteurs les plus coûteux pour les missiles balistiques qui les nécessitent vraiment. Enfin, tournons-nous vers le Liban où, ce week-end, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a ordonné la destruction par l'armée de tous les points de passage sur le fleuve Litani et des habitations proches de la frontière. Israël a justifié cette action pour empêcher le Hezbollah de déplacer combattants et armes vers le sud, tandis que le président libanais Joseph Aoun y voit un prélude à une invasion terrestre. Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Ayal Zamir, a ensuite annoncé que l'opération contre le Hezbollah n'était que le début et qu'il s'agirait d'une opération prolongée. L'armée israélienne avait détruit 3 ponts dans le sud du Liban ces 10 derniers jours. Dimanche, l'ordre a élargi cette destruction à tous les passages restants. Des avions de chasse israéliens ont bombardé le pont de Kasmieh, axe routier clé reliant les villages du district de Tyr au nord, causant de grands cratères sur l'ensemble du pont. Ramzi Kiss, un chercheur libanais de Human Rights Watch, a déclaré à Reuters que si tous les ponts sur le Litani étaient détruits et que le sud devenait isolé, les conséquences pour les civils seraient immenses, avec des personnes privées de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité. Pendant ce temps, le Hezbollah a intensifié ses frappes contre Israël, tuant une personne dans le nord du pays. Il s'agit du premier décès de ce type causé par une attaque en provenance du Liban. Ils ont affirmé que l'attaque visait un rassemblement de soldats ennemis israéliens dans la localité de Miskaban, dans le nord. Une seule personne a été tuée lors des attaques, mais des milliers d'autres sont mortes dans la région, un nombre qui devrait encore croître avec la prolongation et l'intensification de la guerre. Nous espérons qu'une forme d'accord pourra être trouvée pour empêcher le Moyen-Orient de sombrer davantage dans l'abîme. Merci de nous avoir regardés.